Alors pour ce débat donc sur la nouvelle jauge IMOCA, 4 invités aujourd'hui, 3 marins, 3 skippers et un architecte. Christopher Pratt, navigateur. David de Prémorel, architecte chez Finoconc. Et 2 autres navigateurs, Jean Lecam et Bernard Stam. Alors la première question, parce que c'est un débat, on peut les applaudir. C'est un débat public, et qui dit public, il dit un petit peu de vulgarisation. Déjà, première question à l'architecte, qu'est-ce qu'une jauge? Une jauge, c'est un cadre, une somme de règles qui guide l'architecte dans la conception du bateau. C'est fixe par exemple la longueur, la largeur, la surface de voile, le tirant d'eau, c'est-à-dire la profondeur de la quille, etc. Donc on peut avoir des règles sur la dimension des bateaux, comme je viens de dire, et d'une manière générale, le but de la jauge, c'est d'imposer d'une part une certaine équité sportive, de faire régater face à face des bateaux comparables, et puis d'autre part, d'assurer la sécurité des skippers. Jean, ça reste quand même des prototypes, donc des bateaux qui sont tous différents les uns des autres. La nouvelle jauge va changer un petit peu cette donne. Avant, c'était donc des prototypes. Il y a eu débat pour passer à des monotypes, un peu comme en Figaro, des bateaux tous identiques. Finalement, la nouvelle jauge, c'est un compromis entre les deux. Bah oui, c'est toujours un compromis parce que tout le monde, on n'arrive jamais à mettre tout le monde d'accord autour d'une table, ça on le sait bien. Donc quand on veut évoluer dans un système, bah, il faut commencer par regarder les règles de base. Il y a des systèmes qui sont complètement bloqués. Quand on prend des décisions aux 3/4 de la majorité, c'est clair qu'on n'arrive jamais à rien. Quand on a la majorité simple, on a plus de chance. Mais c'est toujours très difficile de mettre tous les gens sur dans la même philosophie, sur la même voie. Donc forcément, on arrive au fur et à mesure du temps, on arrive à faire des compromis. Et ce qui n'est pas toujours facile à faire et d'arriver à, je dirais, à une espèce d'entonnoir où on arrive à faire avec tous ces compromis la meilleure décision possible pour arriver à nos fins. Voilà, c'est un peu tout l'exercice qu'on fait en ce moment au niveau de l'IMOCA, au niveau du bureau, pour avoir des bateaux du futur qui soient peut-être un peu plus simples, peut-être un peu plus durables dans le temps, un peu moins cher, ça on a toujours du mal. Et voilà un peu l'exercice de l'IMOCA, tout au moins sur le plan réglementation pour les nouveaux bateaux. Alors, on précise que cette nouvelle jauge n'est pas encore complètement finalisée. C'est le travail que l'IMOCA est en train de terminer. Bernard, on en connaît quand même les grands principes. Une quille et un mât qui seront identiques pour tout le monde, à peu près. Comment on peut le résumer, cette nouvelle jauge? Bah, si on résume la nouvelle jauge, c'est qu'il reste de la liberté architecturale sur la plateforme et les quilles vont être standardisées, les mâts standardisés. Alors les mâts, il y a une subtilité parce qu'il y a 2 sortes de mâts qui vont être autorisés, comme ce qui existe déjà, hein. Il y a des mâts à barre de flèche, donc fixes, et puis il y a des mâts L. Et donc les deux sortes de gréements sont autorisés, mais les deux sont standards. Voilà, maintenant la jauge IMOCA elle existe depuis une quinzaine d'années, hein. Elle était à l'origine assez ouverte, quoi. Elle s'est fermée petit à petit, surtout pour des raisons de sécurité déjà. Donc là, c'est le cas de la quille, parce que là, les bateaux vont devoir, même les anciens bateaux vont être incités fortement à devoir changer leur quille carbone ou mécano-soudés pour des quilles en métal. Donc quelque chose qui reste au bateau et qui arrête de partir, quoi. Et ça va dans le sens de la sécurité. Après, petit à petit, plus la jauge vieillit ou prend de l'âge, plus les gens l'ont étudié. Donc plus ça ferme petit à petit le cadre et plus l'accès à la performance devient cher. Donc on ajoute une notion économique là-dedans.
Et la complication pour toutes les équipes et pour la classe IMOCA est juste de faire perdurer la construction des bateaux, quoi. Voilà, donc ces changements-là ont été faits dans cette idée-là, quoi. Justement, c'est vraiment c'est un des points clés sur les Vendée Globe. Le talon d'Achille de ces bateaux sont souvent la quille ou les mâts. Christopher, avec ces monotypies, l'objectif c'est qu'on ait moins, il y en aura toujours, mais moins de dématage, moins de risques de chavirage, qui plus est dans les mers du Sud où c'est difficile d'aller vous secourir. Bah, évidemment, hein, l'objectif numéro un, c'est d'éviter les chavirages. Jean pourrait en parler bien mieux que moi pour l'avoir vécu à un des pires endroits de la planète. Mais c'est sûr que la volonté de la classe, c'est avant tout d'assurer la sécurité des skippers. Donc sur les quilles, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Il fallait qu'on intervienne et qu'on ne puisse plus avoir ce qui s'est produit sur le dernier Vendée Globe, que ce soit avec Jean-Pierre Dick qui lui a pu finir la course ou avec Ravière qui malheureusement s'est retourné et a eu du mal à récupérer son bateau. Donc ça, c'était vraiment fondamental. Après, sur les mâts, c'est sûr que là, on engage beaucoup moins la sécurité du marin et des gens qui vont venir le chercher. Par contre, on sécurise les partenaires en leur assurant, du moins en ayant un peu plus d'assurance de terminer les courses et donc de faire plus de partenaires heureux et d'essayer d'avoir de plus en plus de monde au départ des courses, mais aussi à l'arrivée. Donc je pense que le processus démocratique qui a été engagé à l'initiative du bureau, aujourd'hui, il va vraiment dans le bon sens. Et après, il faut arriver à tout mettre en place. Mais je pense qu'on va vraiment dans un sens qui est bon à ce niveau-là, au niveau de la sécurité, et puis d'essayer d'avoir un maximum de bateaux à l'arrivée des courses. Après, les questions budgétaires, comme le soulevaient Bernard et Jean, c'est toujours un peu plus compliqué, mais déjà, on a 2 points centraux qu'on est en train de résoudre, et ça va vraiment dans le bon sens. C'est l'autre point clé qui avait été évoqué pour l'ambition de cette nouvelle jauge. Donc la sécurité, la fiabilité, la réduction des coûts. Est-ce qu'on a une idée si finalement ça va permettre de faire des économies sur la construction des bateaux? Les économies, je ne sais pas, mais tout au moins limiter l'inflation, limiter l'explosion des budgets, puisqu'on a quand même, à l'intérieur de cette jauge-là, on a quand même limité certaines limitations au niveau des matériaux de construction, en termes de coûts et aussi de fiabilité, limiter la diminution des films de colle pour coller l'âme au composite. Donc là, on a mis des normes aussi qui sont... voilà, et puis il faut savoir aussi que sur l'option de standardiser les quilles et les mâts, il y a aussi une notion de coût, il y a une notion forcément de sécurité, il y a une notion de pouvoir continuer à assurer nos bateaux vis-à-vis des assureurs, parce que ça c'est quand même un paramètre important de pouvoir continuer à assurer peut-être les mâts à nouveau et les bateaux, parce que pour les partenaires c'est une garantie essentielle. Et il y a aussi la notion d'interchangeabilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut savoir que quand on démate à 1 mois d'un Vendée Globe, quasiment on ne peut pas prendre le départ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment, si on est raisonnable, on ne peut pas sortir un bateau, on ne peut pas sortir en mer avec un bateau à 1 mois et demi du Vendée Globe, sans prendre de risque de ne pas être au départ. Alors que là, il y aura des mâts qui seront fortement standards, donc il y aura des mâts d'avance de construits. Et donc, on pourra se garantir d'avoir de l'interchangeabilité à 15 jours d'un départ, de changer de mât assez rapidement, changer de quille assez rapidement. Donc, je pense que ça va quand même dans le sens de l'économie, le sens de la fiabilité et de la garantie pour les partenaires d'être au départ et d'être à l'arrivée des courses. Donc, je pense que ça, c'est essentiel. Oui, la même chose pour l'équipe, parce qu'on se souvient, en 2004, Bernard n'avait pas pu prendre le départ du Vendée Globe. C'était 6 mois avant qu'il avait eu son problème de quille sur la Transat anglaise. Le principe serait le même? Pour les quilles, le principe est le même. Si elles sont standards, maintenant,
Je pense que pour les quilles, le problème est différent. Là, elles vont être tellement solides qu'elles ne vont pas casser, quoi. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de risque zéro, quoi. Mais je pense que là, s'il y a un gros problème, c'est le bateau entier qui se casse. Hein. C'est pas la quille, quoi. Mais la quille, c'est la stabilité du bateau, donc c'est quasi une garantie que le bateau reste à l'endroit et que et que et qu'on ne retrouve pas des problèmes tels qu'on a pu avoir, Jean et moi, de se retrouver à l'envers coincé dans notre bateau, quoi. Maintenant, depuis longtemps, alors on voit souvent ce genre d'images qui sont chocs, quoi, mais depuis longtemps, l'IMOCA elle fait ce genre de travail à mesure qu'il y a des expériences. Et depuis un moment, bah, tout le monde revient, quoi. Je veux dire, c'est déjà les bateaux ils coulent pas. Il y a des cloisons étanches, il y a tout un tas de choses qui ont été décidées au niveau sécurité qui fait que même avec des visions un peu choc comme on a pu voir avec les photos de Jean ou de moi là, à l'envers, ça reste quand même quelque chose qui est déjà pensé au niveau sécurité, quoi. Maintenant c'est sûr que si on peut marier la sécurité avec une garantie une quasi-garantie d'être au départ des courses et de surcroît à l'arrivée des courses, quoi. C'est un pari qui peut être beaucoup plus gagnant, quoi. Pour les architectes, ça simplifie le dessin d'un bateau ou ça le complique d'avoir des standards sur la quille et sur les mâts? C'est pas évident parce que ça ferme le jeu sur un certain nombre de points. On n'a pas passé du temps à concevoir une quille. En même temps, on a, en tout cas pour la première génération de bateaux, à trouver la meilleure façon de se servir de cette nouvelle quille et de ce nouveau mât. Les meilleures positions, les meilleurs angles. En tout cas pour la première génération, je ne pense pas que ça simplifie la question. Non. Concrètement, comment ça va se passer le vote, la décision de cette nouvelle jauge sera décidée quand? À partir de quand elle doit être appliquée? À partir de quelle course? Bah là, on a une assemblée générale le 17. Donc 17 mardi, décembre. 17 la voilà. semaine prochaine. Ouais. Donc on a eu un conseil d'administration hier, toute la journée. Et donc, on avait demandé des études complémentaires à des architectes pendant la Transat Jacques Vabre qu'on a reçues, qu'on a épluchées. Je pense que tous les avis des architectes, des coureurs, etc., tout ça semble assez cohérent et on arrive au final à je pense, pouvoir prendre des décisions donc la semaine prochaine qui vont être issus d'un gros travail et d'un compromis de plusieurs architectes et donc on doit arriver à finaliser, réussir à finaliser cette jauge pour la fin de l'année, c'est clair, quoi, avec les nouveaux fournisseurs, les nouvelles normes, voilà, d'ici une dizaine de jours. Mais alors, à partir de quelle course les bateaux devront être en conformité avec cette nouvelle jauge? Après, il y a plusieurs. Déjà, tous les bateaux neufs qui se construisent vont devoir l'appliquer. Donc, c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont en attente parce qu'ils ont des projets. Donc, les projets existent et eux sont en attente de connaître les règles du jeu, quoi. Voilà. Après, pour les bateaux existants, là, c'est pareil. L'IMOCA a toujours essayé de faire perdurer la flotte existante et la faire correspondre aux bateaux neufs qui viennent. Donc déjà, ça complique, hein, ça complique beaucoup la mise en place de nouvelles règles, quoi. Et déjà, pour les quilles, c'est fait en sorte qu'il n'y ait plus aucun bateau qui fasse un tour du monde avec une quille par métal plein, quoi. Après, il y a des possibilités, parce qu'il y a des quilles d'anciens bateaux qui ont déjà fait 2-3 tours du monde. Mais les données sont différentes, parce que c'est des quilles qui ont été éprouvées, qui ont été construites ou conçues sur un autre modèle que ce qu'on a maintenant, quoi. Voilà. C'est que là, les performances des bateaux ont beaucoup évolué, et fait que ces quilles-là deviennent beaucoup plus douteuses que celles qu'on pouvait voir dans le passé, quoi. C'est-à-dire que ces quilles-là, plutôt que de pénaliser un vieux bateau pour lequel on n'a aucun doute,
Ils peuvent mettre des poids compensateurs, quoi. Mais le but, c'est que pour les prochains Tours du Monde, il n'y ait que des quilles fraisées, quoi. Donc pour le départ de la Barcelona World Race le 31 décembre 2014, c'est le prochain Tour du Monde. Voilà. Jean-Christophe, vous êtes Bernard a son bateau, son sponsor. Vous êtes à la recherche de sponsors. Est-ce que ça rassure? Est-ce que c'est un sujet que vous évoquez avec les sponsors aussi, de dire voilà, il y aura aussi, attention, nouvelle jauge, nouvelle quille, nouveau mât, donc il y aura moins de risques. C'est un sujet que vous évoquez? Bien évidemment, toutes les entreprises qui peuvent devenir partenaires ou sponsors sont forcément sensibles à la fiabilité et la sécurité. Et aussi à la capacité de pouvoir assurer leur investissement. Ça, c'est un directeur financier n'aura pas un autre discours que celui-là, ça c'est clair. À partir, si vous allez voir un partenaire et que vous lui dites, bah oui, on peut, bateau, c'est un investissement de 3 millions ou 3 millions et demi, amortissable sur 7 ans par exemple, et que vous lui dites dans la foulée que l'investissement ne peut pas être assuré, je peux vous dire qu'on n'a pas la même réception, alors que si on peut assurer le bien que si on peut ne pas l'assurer. C'est pour nous un facteur essentiel de la capacité à trouver des partenaires. Ça, c'est clair. Et puis après, il y a le côté aussi fiabilité et image de la marque. Parce qu'un bateau qui casse ou une opération de sponsoring qui est prévue sur 3 ou 4 mois et qui s'arrête 2 jours après le départ d'une course, c'est pas très bon. Bon, on arrive par rapport au programme IMOCA à lisser ça dans le temps. C'est pour ça que le sponsoring est une opération qui se traite forcément dans le temps et qui est rentable à moyen terme. À court terme, c'est certainement une prise de risque. Il l'est beaucoup moins dans le moyen terme, ça c'est clair. Dans les réductions de coûts, il pourrait y avoir les polices d'assurance qui seraient moins chères du coup, si au bout d'un certain nombre de courses, on se rend compte que les bateaux sont beaucoup plus fiables? Forcément, un assureur, moins il y a de pépins sur une course et plus les primes peuvent être négociées. Et ça, c'est un travail qui est fait par l'IMOCA pour l'ensemble des coureurs IMOCA, justement, sur la flotte, c'est de pouvoir aussi négocier avec des assureurs sur l'ensemble de la flotte. Et des arguments comme les coefficients de sécurité qu'on a mis sur les nouvelles quilles, les façons de la construire avec la monotypie, forcément, qui passe forcément par une monotypie, garantit aussi aux assureurs qu'il y aura moins de pépins dans le futur. Ça, c'est sûr. Oui, on n'a pas évoqué en fait vraiment les quilles. Il y avait 3 solutions auparavant, il n'y en a plus qu'une. On peut les expliquer, les 3 solutions précédentes et celle d'aujourd'hui finalement qui est retenue? Alors, les solutions, effectivement, il y en a 2 métalliques et une en composite. Donc, Carbone. Le composite, c'est effectivement une pièce en fibre de carbone qui a pour elle l'avantage d'être généralement plus légère, mais l'inconvénient d'être plus encombrante, plus grosse. Et donc, on est pénalisé un peu en termes de performance. Après, il faut voir si ça se compense par rapport au poids qu'on a gagné. Il y a les quilles qu'on appelle mécano-soudées. Là, c'est un assemblage de tôles métalliques soudées qui sont relativement légères, elles aussi, mais sur lesquelles on a quand même vu beaucoup de problèmes de fiabilité. Donc une structure un peu alvéolée, un peu comme un nid d'abeille en quelque sorte. Enfin, vraiment un assemblage de tôles. Il y a du vide à l'intérieur. Voilà. Vide à l'intérieur, tout à fait. Et on a les quilles fraisées, donc c'est-à-dire que là, on prend un grand bloc de métal plein et on vient usiner la forme de la quille et on se retrouve avec une quille qui est issue d'un seul bloc de métal. Avantage, ce sont les quilles les plus petites. Donc elle est pleine celle-là. Elle est pleine. Ce sont les quilles les plus petites, donc on regagne un avantage en performance. Ce sont les plus lourdes. Voilà, il y a un compromis dans toutes les solutions. Et donc c'est cette dernière solution qui a été retenue parce que c'est la plus fiable des 3? C'est la... J'ai pas forcément le même avis que tout le monde. C'est la plus facilement fiable, on va dire. Bon, moi j'ai eu quille carbone, j'ai eu de la mécano soudée.
J'ai eu de la quille pleine aussi avec. Non, j'ai pas eu de quille pleine. Mais bon. Ça va venir. Et bah là, on vient de faire, on vient d'arriver au Brésil avec PRB il y a très peu de temps. La quille n'est pas intacte, je peux vous dire. Donc je pense. C'est une quille pleine? Non, c'est une quille mécano-soudée. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une intervention de soudure sur un métal, on n'a pas les moyens d'avoir des garanties suffisantes pour garantir les soudures. Après, il y a les soudures à faisceaux d'électrons, etc. Mais là, on part dans des budgets. Les tubes de lance-missiles des sous-marins nucléaires, ils sont faits sans soudure. Il y a eu du titane aussi. Il y a eu du titane pour Safran. Bon, bah, ils ont essayé. Voilà, ils ont fait 2 jours du Vendée Globe. Ça n'a pas très bien marché non plus. Donc, non, on s'aperçoit en plus de ça, le matériau qu'on a choisi est un matériau inoxydable. Donc, on s'affranchit aussi des problèmes de corrosion. Je pense que c'est pas mal dans le milieu marin. On a fait appel à des fournisseurs de métal avec aussi au niveau du bloc de métal un certain nombre de tests et de vérification du bloc lui-même avant de fabriquer la quille. C'est-à-dire il y a tout un cahier des charges qui est quand même une garantie de fiabilité en amont de la construction de la quille. Donc c'est l'ensemble de tout ça, c'est pas que une quille en métal plein qu'on usine, c'est un ensemble du process de fabrication et de contrôle de A à Z de la quille. Et là-dessus, avec les coefficients de sécurité qu'on y a ajoutés, qui sont relativement élevés par rapport à ce qu'on a connu, là, je pense honnêtement que, comme dit Bernard, le problème, il va peut-être se déplacer sur la fixation de la quille plutôt que sur la quille elle-même. Et c'est là où peut-être qu'il faudra regarder. Mais je pense que... Il y a déjà des systèmes qui existent d'emmagasiner l'énergie par rapport à un choc qui existe sur toutes les voitures, qui existe dans la vie courante qu'on ne voit pas, que nous, on a essayé de mettre en place sur notre bateau déjà. C'est-à-dire quand il y a un choc, il y a une grosse énergie qui est produite et qui casse une première pièce avant de casser une deuxième, et pour éviter que l'ensemble casse, quoi. Et je pense qu'il y a des solutions très sécurisantes à mettre en place facilement. Je pense vraiment que ces bateaux, c'est des bateaux compliqués déjà, et c'est pas parce qu'on fait des mâts standards et des quilles standards qui vont d'un coup devenir très simples. Je pense que les quilles, c'est un endroit où on peut gagner beaucoup de temps, gagner un peu d'argent, et le mettre ailleurs pour s'entraîner et être sûr que les bateaux courent, quoi, et plutôt que de se concentrer à essayer de faire des quilles. Moi, j'ai une quille carbone, par exemple. Avant d'en avoir une bonne, j'en ai fait 3. Parce que c'est devenu tellement compliqué à cuire, à refroidir, à écraser en autoclave. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est très mal maîtrisé, quoi. Voilà, et qu'à un moment donné, c'est maîtrisé dans l'aéronautique, c'est maîtrisé dans la voiture. Et pour des pièces prototypes, on fait souvent l'éco-bay, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'on met en place nous-mêmes en décidant. Je veux dire, mais on le décide parce que la jauge le permet, quoi. Voilà, c'est qu'il y a un gain là à chercher, et du coup, comme il y en a un, on va le chercher, quoi. Et que là, on va essayer d'aller trouver les gains ailleurs, quoi, dans ce qui reste ouvert dans la jauge et plus sur les quilles, quoi. Voilà. Ouais, en fait, on essaye de limiter le pouce au crime. Pour moi, le matériau le plus fiable intrinsèquement, ça reste la fibre de carbone. Cependant, pour faire quelque chose de très fiable en carbone, c'est effectivement plutôt difficile d'une part et cher. Ouais, c'est ça. Nous, les problèmes qu'on a eu, parce que le fabricant de notre quille carbone, il n'a pas été de mauvaise foi ou il n'a pas été incompétent, il a même été jusqu'à construire une quille hautière, c'est-à-dire à l'échelle entière, quoi. Assez frais pour se dire, je vais essayer de voir si je maîtrise le processus.
Donc il a très bien maîtrisé son processus au tiers, sauf que ce n'était pas comparable à l'échelle, quoi. Je veux dire, voilà. Donc en fait, on a fait à un moment donné quelque chose qu'on ne connaissait pas bien, qui finalement devait correspondre à un programme qui était défini, quoi, et pour lequel je devais me préparer, et où les sponsors devaient se préparer, où on avait des dates butoirs, et où je pense où il n'y a pas la place pour faire ce genre d'essai, quoi. Voilà, Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? N'hésitez pas, profitez-en, ils sont là. Bougez pas, j'arrive. Finalement, vous nous dites qu'il y avait pas mal d'options, pas mal de discussions. C'était quoi les grandes options j'imagine, entre le pur monotype et puis l'invention de l'architecte? Qui défendait quoi en fait? bah, il y avait plein d'avis différents déjà. Et les grandes options, c'était... Parce que tout le monde parle de jauge open, l'IMOCA, on disait c'était une jauge open. Ça fait longtemps que ça n'est plus une jauge open, quoi. Je veux dire, une jauge open, ça veut dire que si on veut maintenant faire un bateau de 100 mètres, on a le droit, quoi. Que là, c'est déjà des bateaux de 60 pieds, il y avait déjà un cadre très défini. Alors, les options, c'était soit la monotypie pure, quoi, c'est-à-dire tous les bateaux exactement pareils, soit rester dans une jauge encadrée qu'on appelle une box rule, comme c'est maintenant, soit réouvrir tout pour faire une vraie jauge open. Voilà, les options, c'était ça, quoi. Après, ben, les avis, qui défendait quoi il y a autant d'avis que de personnes, donc c'est ça qui a compliqué les discussions, quoi. Merci. Par rapport aux mâts, les mâts seront identiques, mais par contre, est-ce que le haubanage il y aura une seule sorte de haubanage, ou bien le haubanage, on va dire classique, ou bien avec des tangons comme sur notre Géna par exemple? Là, ça porte un nom, je me souviens plus. Là, il y aura deux types de mâts. Merci. Il y aura un type de mât qui sera type tonnier, on va dire, avec donc deux tangons. Ça, c'est qui alors? Oui, notre Géna, l'ancien bateau de Bilou. Et là, on a l'exemple de Hugo Boss avec un gréement à barre de flèche, normal. Donc, il y aura ces deux options-là. On pourra choisir entre ces deux options. Au niveau du gréement, après, le mât est monotype. Le gréement latéral est monotype. La monotypie s'arrête en fait aux fixations du gréement longitudinal après, en avant-arrière. Parce que les architectes peuvent avoir le choix d'avancer leur mât plus ou moins sur le bateau. Donc il y a une ouverture à ce niveau-là. Et après, la baume, forcément, comme ce sera à des longueurs différentes, ne sera pas monotype. Donc ça s'arrête au vide-mulet. Donc voilà, je pense que c'est un bon compromis. Bonjour, j'aurais voulu savoir si les bateaux actuels seront toujours compétitifs. Oh. Alors, quand tu veux, Jean. Ouais, ils seront compétitifs. Il y a une problématique toujours dans la compétitivité, c'est à la fois la notion de temps, de connaissance de son bateau et des moyens qu'on a. C'est-à-dire que dans ces paramètres-là, il y en a un qu'on ne peut pas modifier, c'est le temps. On n'arrive pas à l'arrêter, le temps. On sait que le départ des courses, on n'arrive pas à le reculer non plus. Donc là, c'est un objectif, c'est des paramètres de base, mais qui sont quand même essentiels. C'est-à-dire que le Vendée Globe, il est en 2016, il ne sera pas en 2017. Donc il va partir en novembre, il ne va pas partir en décembre. Donc ça c'est les paramètres de base. Après, construire un nouveau bateau, le mettre au point dans un espace de temps de 4 ans, je dirais que c'est relativement simple. Sur un espace de temps de 2 ans, ça devient beaucoup plus compliqué. Plus compliqué et plus de moyens. Donc il y a toujours un avantage pour les anciens bateaux, non pas dans la compétitivité pure du sujet, mais dans l'ensemble bateau, skipper, connaissance de son bateau.
connaître un bateau, ça met du temps. On le voit en permanence. Et l'évolution des bateaux, comme tu as pu le voir avec Maître Coq, c'est énorme. En 6 mois de temps, que ce soit Maître Coq, PRB, Poujoula, où on s'est entraîné ensemble tout le mois de septembre, octobre, on a fait des progrès énormes qui ne sont pas du tout liées au choix de l'architecture ou au choix de ci ou ça. Elles sont uniquement liées à la compétence, à la connaissance de son bateau, à l'utilisation, au choix des voiles que tu fais pour prendre le départ des courses. Il y a vraiment un nombre de paramètres énorme sur ce genre de bateau et peut-être heureusement, ce qui permet aussi aux anciens bateaux de pouvoir rester compétitifs tout au moins dans un laps de temps. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des nouveaux bateaux qui vont sortir, le temps de les mettre au point, de les connaître, etc. Pour le prochain Vendée Globe, il faut déjà être dessus. Là, l'IMOCA s'est acharné depuis tout le temps à essayer de garder une flotte de bateaux, quoi. Donc ça, c'est une chose. Par contre, les nouvelles règles doivent être faites de façon à inciter d'autres bateaux à se construire, parce que sinon c'est la mort d'une classe. Hein. Et que là, pour mettre en construction un bateau, théoriquement, on le met en construction que si on a une garantie théorique que le bateau va plus vite que les anciens. Sinon, il n'y a aucune raison de ne pas racheter un vieux bateau, quoi. C'est-à-dire que hormis l'ensemble bateau, temps et entraînement et connaissance du bateau, théoriquement, les nouveaux bateaux devraient aller plus vite que les anciens, quoi. Voilà, mais ça reste de la théorie. Et après, il faut apprendre. Il y a tout un mode d'emploi à acquérir. Et là, on revient dans ce que dit Jean, quoi. Voilà, Christopher ? Non, pour compléter, juste le but de la nouvelle jauge, c'est aussi, tout en gardant des nouveaux bateaux qui vont plus vite que les anciens, d'arriver à ne pas non plus avoir des nouveaux bateaux qui écraseraient complètement la concurrence et qui du coup rendraient les anciens bateaux qui ne sont pas si anciens que ça, hein, qui ont 4 ans, complètement obsolètes. Donc tout le jeu, il est là et il est hyper délicat entre avoir des nouveaux bateaux qui vont un petit peu plus vite que les anciens et pas non plus rendre des bateaux qui n'ont que 4 ans complètement obsolètes, et donc d'avoir la nécessité de construire forcément un bateau neuf si on veut gagner le Vendée Globe. Et aujourd'hui, on peut clairement imaginer, comme ça s'est passé, pas au dernier Vendée Globe, mais sur les éditions précédentes, avoir un prochain vainqueur du Vendée Globe parmi la flotte actuelle, que ce soit un ancien PRB, un Poujoula ou un Maître Coq ou ex-Massif. Enfin, je crois que la philosophie générale, c'est celle-là quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On peut remercier nos invités d'avoir participé à ces débats de la course au large, de nous avoir un petit peu éclairés sur cette nouvelle jauge. On a compris que ça reste compliqué, mais que ça va aller dans le bon sens en termes de fiabilité, de sécurité et de réduction de coûts, ce qui étaient les paramètres, en tout cas, de cette nouvelle jauge. Merci à tous. Rendez-vous demain pour la prochaine conférence, le prochain débat de la course au large. Le thème sera sur l'UNESCO, la course scientifique, One Ocean, One Planet. Merci à tous. Bonne journée sur le Salon Nautique et à demain. One Ocean Master.